Transmettre son entreprise, c'est tout sauf une simple formalité. C'est un virage stratégique, un changement de vie, un geste fort. Et c'est surtout une préparation. Trop souvent, les dirigeants sous-estiment le temps, l'anticipation et la complexité des choix à poser. Qui pour reprendre, quand, comment structurer la transition ? Et si la transmission n'est pas encore d'actualité, par quoi commencer aujourd'hui pour qu'elle le devienne demain ? Aujourd'hui, on va parler de timing, de préparation patrimoniale, de maturité opérationnelle et de toutes les bonnes questions à se poser. Et pour nous éclairer, j'ai le plaisir d'accueillir Maître Marika Tesson et Maître Marc-Emmanuel Vibaud. Quand faut-il réfléchir à la transmission ? Et est-ce que c'est d'abord un enjeu pour l'entreprise ou pour le dirigeant à titre personnel ? Il n'y a pas à choisir. C'est un enjeu à la fois pour l'entreprise, à la fois pour le dirigeant, mais j'ajouterais aussi un enjeu souvent pour la famille et les repreneurs éventuellement. Ce qu'on observe, c'est souvent que la maturité de l'entreprise et celle du dirigeant ne coïncident pas toujours. Certains dirigeants veulent transmettre, mais l'entreprise n'est pas du tout prête parce qu'elle dépend trop de la personnalité du dirigeant en lui-même. On n'a aucun cadre qui est en place pour assurer une transition dans de bonnes conditions. Les partenaires financiers sont là depuis peu de temps, donc c'est trop tôt pour eux. Puis à l'inverse, on voit des cas complètement opposés avec des dirigeants qui sortent un peu immortels, irremplaçables. Et à partir de là, le sujet de la transmission sera pour eux toujours trop tôt de toute façon. Donc ce qui est important dans notre esprit, c'est vraiment de se poser, de faire une espèce d'audit global avec les aspects économiques de l'entreprise, savoir quelle est la valeur attendue par le cédant, le prix proposé par le repreneur. Les aspects patrimoniaux, c'est évident. Est-ce qu'on a une dimension familiale du projet, ce qui prendra toujours un petit peu plus de temps. On a évidemment des sujets de fiscalité, parce que c'est quand même un élément extrêmement important dans les transmissions. Et puis, bien sûr, il y a une dimension humaine, parce qu'on est sur une opération qui touche des personnes qui vont avoir leur propre psychologie, leurs atouts, leurs faiblesses et leurs envies. Donc, on doit vraiment ne pas oublier le côté émotionnel de l'opération. En fait, il n'y a pas de timing universel. C'est un petit peu selon la situation de chaque famille, de chaque transmission. En revanche, il y a quand même un principe que l'on retrouve dans tous les dossiers, c'est que plus on s'y prend tôt, plus on aura de choix. Et si la transmission est prévue dans 10 ou 15 ans, on peut encore structurer le groupe, on peut optimiser l'opération au plan fiscal, on peut aussi former le ou les repreneurs et faire de cette transmission un véritable projet d'entreprise et projet familial. En revanche, si on est dans un délai plutôt de 2 ans, on entre déjà à ce moment-là dans la zone de décision et les choix seront forcément plus restreints. On comprend bien que la première germe, c'est une prise de conscience, mais une fois celle-ci posée, par quoi est-ce qu'on commence concrètement ? Est-ce que c'est peut-être par une évaluation ? Si oui, quelle évaluation ? Ou est-ce que c'est une question de gouvernance ? Ou est-ce que ça varie d'un dossier à l'autre peut-être ? Est-ce qu'il y a quand même des repères ? En réalité, il faut prendre de la hauteur, raisonner et penser globalement, regarder, alors, vous avez raison, effectivement, la valeur économique de l'entreprise, donc au-delà de ses bilans, c'est quoi sa rentabilité, ses perspectives, est-ce qu'elle est en phase de risque, est-ce qu'elle a des projets qu'elle vient d'amorcer, donc où on en est, et tous ces projets participeront à la valeur de l'entreprise. Les impacts fiscaux de la transmission, ça c'est évident, on l'a dit, qu'on parle d'une cession ou d'une donation, parce que les deux possibilités existent et on peut même mixer les deux. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que la fiscalité que l'une ou l'autre implique sera considérablement différente et importante. Donc il est vraiment important d'appréhender ça vraiment avant de passer le pas. En général, on regarde également les flux disponibles. C'est l'entreprise est-elle en capacité finalement de contribuer à sa reprise, de contribuer à la transmission. Donc, est-ce qu'elle a les reins financiers, la capacité de distribuer pour aider le repreneur finalement à amortir un emprunt et voilà, assurer la transmission. On peut travailler sur des crédits vendeurs. Il y a un bon indicateur également, c'est les partenaires bancaires. Est-ce qu'ils sont là pour soutenir le repreneur, ce qui est quand même un gage de confiance vis-à-vis de l'entreprise. Quand on dit qu'il faut prendre de la hauteur, c'est qu'au-delà de l'entreprise en elle-même, le cédant, il a peut-être aussi un patrimoine privé, des stratégies qu'il a initiées et auxquelles il devra aller au bout. On le voit par exemple sur l'immobilier, les stratégies d'immobilier professionnel. Donc, c'est important de regarder là où on en est. L'état des dettes, les garanties déjà données. Enfin, voilà, il y a tout un tas d'éléments un peu périphériques à l'entreprise. Et encore une fois, un élément qui est
à mon sens, fondamentale, c'est, dès lors qu'on est sur la transmission familiale, c'est les équilibres. C'est est-ce que la transmission va s'opérer dans de bonnes conditions? Est-ce que l'ensemble de la famille a conscience de ce que ça va impliquer? Et il y a des heureux élus et il y en a qui vont rester entre guillemets sur le carreau. Donc il faut préparer également, enfin à mon sens, cet aspect familial qui est vraiment important. Maître Vibo, ce diagnostic, cet audit, c'est vraiment la toute première brique. Oui, effectivement, le diagnostic global, c'est en fait les fondations, du projet de transmission. Et c'est sur la base de ce diagnostic global que l'on va pouvoir avoir des discussions avec les repreneurs, avec la famille, avec les conseils. En fait, ce diagnostic global permet de transformer la transmission en une opportunité pour la famille, en une opportunité pour l'entreprise, et ça permet en fait surtout de déterminer quelles sont les restructurations préalables qui sont nécessaires, souhaitables, notamment par exemple la création d'une société holding animatrice. C'est un bon moyen pour optimiser une transmission sur le plan fiscal, sur la mise en place d'une gouvernance transitoire pour assurer une transition sereine. C'est également la mise en place de pactes Dutreil pour pouvoir anticiper le coût fiscal et patrimonial d'une transmission. Et puis, c'est un bon moyen également d'envisager un éventuel démembrement de propriété pour que le cédant puisse conserver l'usufruit des titres en totalité ou en partie afin de lui permettre de conserver un certain train de vie qui correspond à ses besoins et à ses attentes dans le futur. Et donc, on comprend bien qu'au-delà d'être technique, cette phase, elle pose aussi les règles du jeu. Exactement. En fait, par cette phase d'audit, mais surtout cette phase de dialogue, on crée un climat apaisé. Parce que c'est certain que quand tout est flou, l'opération devient anxiogène. Et pour tout le monde, le cédant comme le repreneur. Si personne ne sait où il va, comment ça va se passer, à quelle sauce il va être mangé, entre guillemets, c'est clair que les tensions commencent à apparaître au risque de faire échouer l'opération. Alors, je vous propose d'avancer vers le vif du sujet. On comprend que la transmission, c'est pas seulement une opération juridique, c'est bien plus large. Comment est-ce qu'on met en place une structuration fiscale et juridique? Est-ce qu'il y a des points d'attention particuliers? Alors, les points d'attention à avoir, ça dépend surtout de l'horizon de temps, du profil des repreneurs et de la structure familiale. S'il reste plusieurs années, on peut mettre en place un véritable dispositif progressif qui permette à la fois la création d'une société holding animatrice, qui permet d'optimiser le dispositif Dutreil, éventuellement de transmettre progressivement par des donations successives, par des cessions partielles, en pleine propriété ou en nue propriété les titres. Ça permet également de mettre à jour les statuts, de prévoir des règles de gouvernance qui répondront au mieux aux besoins, aux attentes de la famille, du cédant et du repreneur. Alors, on prend bien la mesure de tout l'arsenal d'outils. C'est très technique. Alors, j'imagine déjà la réponse que vous allez me faire, mais est-ce que, d'après vous, c'est envisageable pour un dirigeant d'arbitrer tout seul entre toutes ces options? Le conseil que l'on peut donner à un dirigeant, c'est de ne même pas essayer d'arbitrer seul. C'est justement dans l'accompagnement que cette transmission pourrait être une chance pour la famille et pour l'entreprise. Et l'accompagnement prend là tout son sens parce que c'est un accompagnement qui doit forcément être global. Alors, chez Fidal, on commence par un bilan patrimonial personnalisé et puis après, on construit avec le dirigeant, avec la famille, avec le repreneur, une stratégie adaptée pour répondre à tous ces besoins et à tous ces paramètres. Et ils sont nombreux et on permet de mettre en place un calendrier de réalisation qui peut s'étaler sur plusieurs années, ce qui permet d'optimiser les chances de succès de cette transmission. Le terme construction, je trouve, est bien employé. En fait, il y a des étapes, comme le disait Marc-Emmanuel, des options surtout. Il y a souvent beaucoup d'options. Donc, on va commencer à écrire plusieurs scénarios, on va faire des arbitrages, on va étayer avec des simulations. Et puis, petit à petit, on va définir un calendrier, fermer des portes et arriver à cette fameuse feuille de route, ce cap qu'on devra suivre sur les mois à venir. Donc, il y a un jeu d'aller-retour qui est évident et ce qui, de prime abord, pourrait apparaître comme le schéma un peu idéal, souvent se retrouve très différent de la solution qui est finalement arrêtée et qui est le symbole du consensus entre tous les intéressés. Donc, on doit s'adapter et il faut avoir conscience aussi que
on doit s'adapter aux évolutions législatives, doctrinales, jurisprudentielles. Donc c'est un peu un tennis entre l'évolution et l'avancée de l'opération de transmission. Puis de notre côté aussi, on joue avec des cartes qui sont quand même mouvantes. Il faut s'adapter aussi de ce côté-là et jongler un petit peu avec tout ça. Ce que vous préconisez en quelque sorte, c'est un peu ce qu'on fait ici entre nous, c'est d'explorer les différentes options. Mais pour que ce soit très concret, vous diriez qu'on gagne quoi à anticiper à ce point? Et au contraire, qu'est-ce qu'on peut risquer à repousser la question? Démarrer tôt, c'est garder un nombre de cartes en main le plus large possible pour maximiser les économies fiscales ou pour éviter que la transmission ne soit une charge fiscale qui vienne pénaliser et l'entreprise et la famille. Ça permet également de réduire les tensions entre les héritiers et le repreneur et de construire à ce moment-là un projet commun, un projet familial partagé par tous. Et puis, démarrer tôt, c'est aussi éviter de devoir prendre des décisions dans l'urgence parce que dans ce type de situation, l'urgence est souvent mauvaise conseillère. C'est ce que l'on peut constater dans nombre de dossiers. C'est aussi passer à côté de l'aventure. C'est ne pas vivre la transmission comme un bon moment, quelque chose d'unique dans sa vie, mais finalement comme une contrainte. C'est le début de nouveaux projets, c'est un rebond et il y a tout à construire. Ce n'est qu'une phase, il y a tout à construire après une transmission. En tout cas, c'est un sujet passionnant et j'en veux pour preuve l'œuvre de fiction Succession que je suppose tous les avocats ont vu. En tout cas, je leur recommande. On arrive doucement vers la conclusion. Pour conclure, il faut donc retenir cette notion d'anticipation. Le fait aussi qu'il s'agit d'une démarche globale à la fois économique, juridique, patrimoniale et humaine. Et en fait, votre rôle, c'est de faire s'articuler tout ça dans un processus bien clair. Oui, exactement. Et je dirais aussi qu'il faut comprendre que mettre sur la table le sujet de la transmission, c'est pas un aveu de faiblesse, c'est pas une défiance par rapport à une histoire familiale de l'entreprise, c'est pas se retirer comme ça directement, c'est juste à l'inverse faire preuve de lucidité, de sagesse et de stratégie pour la pérennité de l'entreprise parce qu'on s'inscrit dans la durée. Et c'est aussi, il faut pas l'oublier, respecter ceux qui dorénavant vont prendre le relais dans l'entreprise. Et globalement, sur une transmission, il ne faut surtout pas rester seul. Il faut savoir s'entourer, accepter d'être accompagné pour transformer l'angoisse d'une transmission en un vrai projet structuré, cohérent, partagé et puis un projet qui assure la pérennité sereine de la famille et de l'entreprise. Et voilà des conseils avisés pour conclure cet épisode. Maître Catesson, Maître Vibaud, merci infiniment. Merci à vous. Merci à vous tous. Merci à tous de nous avoir écoutés. Pour aller plus loin, retrouvez toutes les ressources sur le site fidal.com. Dans le prochain épisode, transmission d'entreprise, la suite préparée pour réussir. À très vite.